Guillaume Sommerer, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Vous êtes rédacteur en chef adjoint chez BFM Business, on ne vous présente plus et en effet, on vous retrouve souvent auteur d'ouvrages également liés à ces enjeux patrimoniaux et sur cette thématique de l'investissement vert. Alors, je ne sais pas comment est-ce que vous le qualifiez, vous, ESG, ISR et autres. Et c'est vrai que finalement, tout le monde en a plein la bouche, que ce soit du côté épargnant, que ce soit du côté professionnel. Et on a du mal à s'y retrouver. Sans jeu de mots, on pourrait parler d'une jungle verte. Et c'est ce que vous nous proposez dans cet ouvrage, dont je rappelle, pour ceux qui sont fidèles à cette émission, qu'ils peuvent gagner 10 exemplaires s'ils écrivent. Les premiers qui arriveront à envoyer un mail à conseiller@bienprévoir.fr en réclamant cet ouvrage, il vous sera offert par bienprévoir.fr. Voilà, ça c'est la page de pub. Alors Guillaume, voilà, c'est né comment en fait cet ouvrage? Il est né, si vous voulez, il est né du constat dans mes voyages personnels que, en effet, la nature est quand même bien balafrée dans plein d'endroits du monde. En Asie du Sud-Est, j'ai traversé des forêts qui étaient supposées être primaires et qui n'étaient plus du tout, qui avaient été remplacées par des champs jusqu'à l'infini, des champs de palmiers pour, vous savez, produire de l'huile de palme, mais jusqu'à l'infini. Et là-dedans, vous n'avez aucune biodiversité, rien du tout. Tout cela est bien sûr de la monoculture avec beaucoup de pesticides pour empêcher justement les petites contrariétés. Et donc, ça a été une forme de prise de conscience. Parallèlement, c'est vrai que j'ai la chance de présenter sur BFM Business des émissions consacrées au placement, à la finance, et la finance durable est en train de monter en puissance. Et donc, j'ai une sensibilité personnelle sur cette thématique-là. C'est la raison pour laquelle je m'y suis lancé, parce qu'on est aussi sur un moment charnière, Thomas, et vous le savez bien également, moment charnière où est en train d'émerger véritablement cette thématique à une échelle systémique dans la finance, également pour, pardon, j'ai failli renverser mon café, c'est l'enthousiasme, également pour les épargnants qui nous suivent, les investisseurs, à savoir que les placements qui leur sont proposés de plus en plus souvent essaient de rentrer dans cette couleur socialement responsable, dans cette couleur verte. Et donc, c'est le moment, c'est peut-être le moment, le bon timing pour essayer d'apporter des éclairages et d'essayer d'aider les gens à éviter les faux semblants et les pièges qui peuvent aussi leur être proposés sous ce nom d'ISR, d'investissement socialement responsable. Alors justement, on va essayer de comprendre quels sont les pièges. Est-ce que vous en avez repéré? Comment est-ce qu'on arrive à déceler ces pièges? Comment est-ce qu'on peut, à qui peut-on se fier? Alors, il y a des labels. Si vous cherchez des placements éthiques, vertueux, il y a des labels qui peuvent vous aider à éviter les principaux pièges. Il y a le label ISR, il y a un label qui s'appelle le label Greenfin également. Vous êtes sûr, en investissant dans des fonds labellisés Greenfin, que votre argent n'ira pas dans le charbon, n'ira pas non plus dans le nucléaire. En investissant dans les labels ISR, donc d'investissement socialement responsable, vous êtes certain qu'il y a un contrôle aussi des actifs présents dans les fonds dans lesquels vous allez investir. Un contrôle tous les 3 ans par des sociétés d'audit. Elles sont indépendantes, elles sont très sérieuses. Il y a EY, Ernst Young. Allez-y, pardon Thomas, allez-y. Dès qu'il y a un label, c'est sérieux? Ou est-ce qu'il y a des labels pas sérieux? C'est une garantie minimum, on va dire, de sérieux. Ça ne veut pas dire que c'est parfait. Et c'est ça aussi le message que j'ai voulu faire passer dans ce livre, c'est que même en investissant dans un produit labellisé, donc qui vous apporte les garanties minimales, vous n'atteignez pas la perfection. Je vous donne un exemple. Un fonds peut être labellisé ISR parce qu'il vous propose d'investir dans la production, la dissémination des éoliennes ou des véhicules électriques. Ça ne vous empêche pas, vous, en tant que citoyen, de vous poser quand même des questions fondamentales. Est-ce que vraiment les éoliennes, c'est non polluant? C'est vrai que quand l'hélice de l'éolienne tourne, ça ne fait pas de fumée et ça n'émet pas de CO2. En revanche, ce qu'il y a dans l'éolienne et qui est caché, ça, ce sont des métaux rares. Ce sont des métaux rares qu'on a fabriqués dans des pays sous-développés, dans des conditions et avec des pratiques sociales parfois très contestables. Et par ailleurs, pour extraire ces métaux rares, il faut utiliser beaucoup d'eau, dans des régions pourtant souvent désertiques, de l'eau qu'on va acheminer grâce à un réseau électrique, électricité à base de charbon. Et donc, en réalité, les éoliennes, il y a des calculs qui sont faits, les éoliennes sont presque plus polluantes qu'une usine qui vous permet de fabriquer avec des combustibles traditionnels de l'électricité. Les véhicules électriques, une batterie électrique comme ça, il y a des risques. Il y a la fabrication également. Des composants qui sont dedans. Évidemment, ce sont des composants qui poussent à extraire dans des minerais et à bousiller, il faut vraiment le dire, des paysages entiers en utilisant là aussi de l'eau qu'on n'a pas et à base d'électricité, pareil, qu'on va produire à base de charbon. Donc tout ça n'est pas forcément aussi vert qu'on vous le prétend et ce n'est pas parce qu'un produit est labellisé ISR qu'il est parfait. Alors, ça nous donne envie de lire votre ouvrage, mais en effet, ça ne va pas nous simplifier la vie parce qu'on pensait que tout ce qui était renouvelable était
était sain, ou en tout cas de bon augure pour la planète. Une question sur la rentabilité, parce que c'est une question d'actualité. On a vu Emmanuel Faber se faire débarquer de chez Danone parce qu'il avait ce discours, en effet, d'aller vers un monde meilleur. Et finalement, ça n'a pas été assez vite aux yeux des actionnaires en termes de performance. Où est-ce qu'on met le curseur? Est-ce que si j'investis dans de l'ISR, de l'ESG, du vert, vous l'appelez comme vous voulez, est-ce que j'ai de la performance en retour? Oui, de plus en plus. Alors, je voudrais rassurer par rapport à ce que je disais avant, vous pouvez quand même investir vertueux, hein, ça existe, il y a des possibilités. Vous pouvez investir dans des fonds thématiques, dans l'eau par exemple, le traitement de l'eau, l'assainissement de l'eau, c'est quelque chose de possible. Il y a des fonds qui vous le permettent. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait vertueux, on ne peut pas le contester. D'autant plus que l'urbanisation va aller croissant dans le monde et à force de voir le monde s'urbaniser, il faudra toujours acheminer et assainir plus d'eau. Ça, vous pouvez le faire et c'est rentable pour répondre à votre question. Les fonds thématiques spécialisés sur l'eau, sur les 6 dernières années, ont apporté plus de 5% de rendement par an. Il y a le fonds Pictet Water, il y a des fonds, il y a même des ETF, des trackers, des fonds indiciels spécialisés sur l'eau qui proposent 10 à 12% de rendement annuel. Donc ça, c'est possible. Si vous investissez… Donc la vertu peut être récompensée, en fait, c'est la moralité. La vertu peut être récompensée tout simplement parce que ce sont des thématiques montantes, ce sont des thématiques d'investissement en bourse, par exemple, amenées à continuer de se développer. Tout le monde en est conscient et donc les flux, la collecte, de plus en plus s'orientent vers ces fonds. C'est la raison pour laquelle ils surperforment financièrement. Vous voyez, c'est l'œuf et la poule. Et là, on est dans un cercle tout à fait vertueux. La réglementation aussi pousse de plus en plus ces fonds et les usines, les entreprises à fabriquer des produits et à investir dans des choses de plus en plus vertueuses. C'est pour ça qu'on a comme ça une concentration peu à peu de l'argent, de l'épargne, de la collecte vers ces thématiques et c'est pour ça que financièrement, à la fin, ça rapporte de plus en plus. On peut en effet aujourd'hui joindre, mêler l'utile et l'agréable. Et c'est pour ça que Ronex lance le CAC 40 ESG. Hein. On est en plein dans l'actualité finalement. Oui, alors c'est vrai, Rolex a annoncé hier ce CAC 40 ESG avec voilà, des critères pour essayer de sélectionner les entreprises du CAC et un petit peu au-delà du CAC qui sont les plus vertueuses. Après, Euronext a choisi, on va dire, des critères de sélection qui peuvent malgré tout être contestables. Et c'est aussi le message que j'essaie de faire passer dans ce livre, c'est qu'il y a 1001 façons d'investir vertueux et responsables. Par exemple, dans ce CAC ESG, on va trouver, par exemple, un titre comme Solvay, on est dans la chimie, mais pas Alstom. Alors qu'Alstom, ce sont des trains, et les trains, ça pollue moins que l'avion. Donc, ça peut éventuellement poser question. De même, on va trouver Klépierre, sont entre autres des centres commerciaux, et pas Saint-Gobain, alors que la rénovation énergétique des bâtiments passe par un groupe comme Saint-Gobain, bien évidemment, et que Saint-Gobain apporte de plus en plus de solutions, des vitres, etc., de plus en plus technologiques. Et donc, on peut s'interroger là-dessus, sur les choix qui ont été faits. Il n'y a pas d'ISR parfait et tout est le fruit de biais, c'est un grand mot, mais de choix qui peuvent être malgré tout challengés. C'est une question vraiment philosophique, ça. Quel ESG on souhaite? Est-ce qu'on souhaite que des bons élèves très vertueux ou est-ce qu'on souhaite aider les mauvais ou les cancres à devenir vertueux? Et en effet, si on parle d'un Total, on voit qu'ils font des investissements colossaux dans les énergies renouvelables, par exemple. Oui, et certains fonds, par exemple, refusent d'inclure Total en se disant, bah, c'est quand même, c'est du pétrole, c'est l'un des groupes ayant la plus forte empreinte carbone, c'est pas bien. Mais en même temps, sans Total, on n'arrivera pas à porter cette transition énergétique. Total est l'un des groupes dans le monde qui investissent le plus en recherche et développement dans les énergies renouvelables, qui investissent le plus aussi dans l'acquisition de sociétés spécialisées dans la transition énergétique. Et bien sûr, on peut essayer de constituer des fonds uniquement composés de ce qu'on appelle des pure players, des pépites, des petites sociétés spécialisées uniquement et qui ne font que de la transition et du vert. Simplement, un groupe comme Total, avec les reins qu'il a, avec le budget, la trésorerie qu'il a, en investissant ne serait-ce que 2% de ses bénéfices dans les transitions énergétiques, sera sans doute beaucoup plus utile, transformant pour le monde que tous les pure players additionnés. Et c'est pour ça que c'est compliqué. À mon avis, il faut accepter que les groupes initialement peu vertueux, mais qui essaient de se transformer peu à peu, il faut accepter de les inclure dans un certain nombre de fonds vertueux, ne serait-ce que pour les y encourager, parce qu'en y investissant, on en devient actionnaire. En devenant actionnaire, on a un pouvoir actionnarial que l'on peut faire jouer aussi auprès des managements pour les sensibiliser encore davantage à ces thématiques propres. La fameuse démocratie actionnariale. Dernière question, Guillaume. Est-ce que les Français sont mûrs? Est-ce qu'ils se mettent à cet investissement durable? Est-ce que c'est un critère pour eux? Alors, de plus en plus, on voit la collecte vraiment s'envoler. Encore là, sur un an, plus 140% pour la collecte des produits labellisés ISR. On a à peu près 300 milliards d'euros aujourd'hui investis dans des fonds labellisés ISR. 300 milliards, c'est pas rien. Hein. C'est à peu près
un cinquième de la collecte de l'assurance vie. Alors, un cinquième, on peut se dire c'est peu, oui, mais l'assurance vie, c'est gigantesque. Donc, ça monte très vite. Après, ça pourrait monter encore plus vite si d'abord les Français étaient davantage au courant de l'existence de ces produits. Alors, c'est pour ça que j'essaie de participer à l'évangélisation et à leur démocratisation à travers ce livre. Si les conseillers aussi, si ceux qui conseillent les particuliers leur proposaient davantage ces produits et étaient plus crédibles aussi pour les leur conseiller. Souvent, c'est mon banquier, votre banquier qui va vous proposer des produits et les banquiers ne sont pas forcément très bien formés à ces thématiques et souvent, ils se contentent de distribuer les produits de leur banque et de leur maison. C'est plus un acte commercial qu'un acte véritablement éclairé. Donc, il y a peut-être une formation à faire des conseillers en gestion de patrimoine aussi, bien sûr, mais aussi des banquiers. Et peut-être, vous savez, quand vous investissez dans des produits, on vous demande de remplir un questionnaire d'aversion au risque. Il pourrait avoir du sens de proposer aux gens de remplir aussi un questionnaire d'aversion aux investissements sales, etc., ce qui permettrait de responsabiliser ceux qui distribuent les produits et responsabiliser aussi ceux qui choisissent d'y investir. Ce serait l'attraction pour le vert et pas l'aversion pour le sale. C'est encore une façon de positiver. Merci Guillaume. Pour tous ceux qui veulent en savoir plus, votre ouvrage, investissement, je retrouve le titre, Placement vert, mythe ou réalité. J'imagine que les ouvrages offerts par Bien Prévoir ont déjà été gagnés, mais on ne sait jamais. Les 10 premiers qui envoient un petit message à conseiller@bienprévoir.fr pourront se voir offrir ce livre. Merci Guillaume, à bientôt. Merci à vous tous de votre fidélité. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de Parlons Placement. À bientôt.